Frédéric Gosselin, je suis professeur en génie mécanique à Polytechnique Montréal. Dans cette capsule, on va voir qu'est-ce que c'est que la masse ajoutée. Donc, commençons par une expérience de pensée. Donc, imaginons un oscillateur, donc un système masse-ressort, qui oscille librement dans l'air. Donc, il va avoir une certaine fréquence. Puis, on mesure cette fréquence-là. Puis, après ça, dans un deuxième temps, on prend notre système, puis on vient le plonger dans l'eau. Donc, l'eau est au repos. Il n'y a pas d'écoulement si le système bouge pas. Mais à partir du moment où on fait osciller notre masse, est-ce que l'eau va jouer un rôle? Est-ce que l'eau va changer le comportement de notre oscillateur? La réponse est oui. Hein? L'eau est beaucoup plus lourde que l'air. Donc, il y a une masse de fluide qui va devoir osciller avec notre masse structurelle à mesure que celle-ci oscille de haut en bas. Donc, on va appeler ça la masse ajoutée et ça va venir faire changer la fréquence naturelle de notre système. Donc, fréquence naturelle qui serait la racine carrée de la rigidité sur la masse. Donc, dans ce cas-ci, il va falloir prendre la masse de la structure plus la masse ajoutée du fluide. Donc, on va appeler ça la masse ajoutée ou la masse virtuelle. En anglais, on dit le added mass ou virtual mass qui oscille avec la structure. Donc, la masse ajoutée, ça va dépendre de la densité du fluide, ça va dépendre de la géométrie de l'objet, puis ça va aussi dépendre du confinement du fluide. Donc, ce qu'on va voir, c'est comment est-ce qu'on peut la calculer. Donc, l'outil qu'on va utiliser, c'est les écoulements à potentiel de vitesse. Donc, les écoulements à potentiel de vitesse, qu'est-ce que c'est? Ben, en une phrase, c'est une technique qui permet de résoudre les équations de Navier-Stokes pour des cas très simplifiés. Donc, par exemple, une solution classique des écoulements à potentiel de vitesse, ben, c'est les lignes de courant qu'on a autour d'un cylindre fixe. Donc, les écoulements à potentiel de vitesse, dans le fond, c'est une théorie qui fait appel à trois hypothèses. Dans un premier temps, on va dire qu'on a un fluide parfait. Donc, c'est un peu comme si on disait qu'on avait un nombre de Reynolds qui tendait vers l'infini. Dans un deuxième temps, on va faire l'hypothèse qu'on a un écoulement qui est irrotationnel. Donc ça, comment on peut voir ça? Dans le fond, c'est, imaginons des balles de billard. Et puis, les balles de billard sont comme les particules d'air. Et lorsqu'elles entrent en collision, nos balles de billard, elles vont se taper, puis elles vont juste échanger de la quantité de mouvement axial. Ils n'auront pas de rotation. Donc, que de la quantité de mouvement en translation. Donc, il n'y a pas de spin sur nos balles qui est échangé. Donc, c'est un écoulement irrotationnel. Et puis, dans un troisième temps, nous, on va faire l'hypothèse d'un fluide incompressible qui n'est pas obligatoire pour avoir un écoulement à potentiel de vitesse, mais nous, ici, on va le faire. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire notre développement théorique pour obtenir la valeur de la masse ajoutée. Donc, on va commencer par le rotationnel d'un gradient, le gradient d'un scalaire. Et donc, ça, vous pouvez vous le démontrer. Le rotationnel ou le curl du gradient d'un scalaire, c'est toujours nul. Par définition, si on a un écoulement de fluide qui a un champ de vitesse donné par le vecteur V, qui est irrotationnel, ben le rotationnel d'un champ de vitesse irrotationnel, ça aussi c'est nul. Donc, si le rotationnel d'un champ de vitesse est nul, ben on peut comparer ces deux équations-là. En fait, ce qu'on peut voir, c'est que notre champ de vitesse V, on peut le remplacer par le gradient d'un scalaire. Et donc, c'est ça l'idée d'un écoulement à potentiel de vitesse, c'est de remplacer le champ de vitesse qui est vectoriel par le gradient d'un scalaire. Quand on y pense, c'est une compression de l'information qui est importante. Au lieu de partir d'un champ de vitesse, donc qui est vectoriel, donc en 2D, on a de la vitesse en X, en Y, on contient toute l'information dans juste un scalaire. Donc en 3D, la compression est encore plus grande. Donc, dans un repère cartésien, notre champ de vitesse
va être donné par des composantes UV et W, comme les dérivés partiels de notre potentiel phi. Donc, pour un écoulement incompressible, on a l'équation, la condition de continuité, qui est qu'on a le produit scalaire de V avec notre opérateur qui est nul. Et donc, si on vient remplacer notre champ de vitesse V par le gradient de notre potentiel dans l'équation de continuité, ben on obtient le grade carré fois notre potentiel qui est nul. Et donc ça, c'est quoi? Ben, c'est l'équation de Laplace, qui est une équation classique dans les équations différentielles partielles. Et on peut l'écrire notamment dans le repère cartésien comme suit, dans le carré bleu. Donc, lorsqu'on regarde ça ici, ben, on se rend compte à quel point notre écoulement est beaucoup plus simple à résoudre lorsqu'on le représente avec un potentiel de vitesse. Donc, plutôt que d'avoir à traiter les équations de Navier-Stokes, on se retrouve avec juste une équation d'un scalaire comme ça qui nous permet de gouverner notre écoulement. Donc, il va falloir trouver une solution phi qui va solutionner l'équation de Laplace, mais qui va aussi remplir les conditions Rive. Donc, supposons qu'on a déjà solutionné notre équation de Laplace pour nos conditions Rive, donc on a trouvé notre solution phi. Donc, on la détient maintenant, notre solution phi, mais ce qu'on cherche, nous, à obtenir, c'est la force qu'exerce l'écoulement sur notre structure. Donc, on va faire appel aux équations d'Euler. Les équations d'Euler, c'est quoi? Ben, c'est les équations de Navier-Stokes dans lesquelles on a enlevé la viscosité. Donc, on a pris une viscosité qui est nulle et donc, on obtient une équation simplifiée qui est les équations d'Euler. Ici, je saute quelques étapes. Je vais vous laisser le plaisir de venir faire la démonstration ici. Mais en gros, lorsqu'on a un potentiel de vitesse et avec les conditions des relations précédentes, on peut venir réexprimer les équations d'Euler comme suit. Donc, je le répète, phi, c'est la solution de notre potentiel de vitesse qu'on a déjà résolu avec les équations de Laplace. Donc, rendu ici, on le connaît, phi. Donc, phi, c'est une fonction qu'on connaît, on peut la substituer dans l'équation, on la dérive en temps, on la dérive en espace, on en prend le carré, et puis après ça, ben, il nous reste que P, et P, ben, c'est le champ de pression. Donc, en venant substituer phi dans l'équation ici, on va être capable de venir évaluer notre champ de pression. Donc, comment est-ce qu'on va procéder pour venir solutionner un problème avec la théorie des écoulements potentiels de vitesse? C'est qu'on va commencer par définir notre système de coordonnées. Selon le type de problème auquel on fait affaire, on va utiliser les coordonnées cartésiennes, cylindriques, sphériques, etc. On va définir les conditions aux rives. Ensuite, on va solutionner l'équation de Laplace en répondant aux conditions aux rives. On va prendre la solution à l'équation de Laplace, donc notre potentiel de vitesse, on va le substituer dans les équations d'Euler pour trouver la distribution de pression. Et ensuite, cette distribution de pression-là, on n'aura plus qu'à l'intégrer sur la surface du corps de notre objet pour venir évaluer l'effet du fluide sur la structure et ainsi calculer notre masse ajoutée. Donc, considérons un exemple classique, celui de la masse ajoutée autour d'un cylindre. Donc, on va prendre un cylindre de rayon A qui est dans un fluide au repos, mais donc on va considérer que le cylindre se déplace à la vitesse U et on va aussi considérer l'accélération U point de notre cylindre. Donc, on va définir un repère de coordonnées polaires avec notre angle θ et puis notre rayon R. Et on va faire les mêmes hypothèses que tout à l'heure. Donc, la première étape, c'est de trouver un champ de vitesse
qui satisfait aux conditions rive et à l'équation de la place, donc un potentiel de vitesse qui satisfait les conditions rive et le potentiel de la place. Donc, nous, dans un premier temps, ben, on va s'assurer de respecter la condition de non-pénétration. Donc, si on avait un vrai fluide avec une viscosité, ben là, il faudrait appliquer des conditions de non-glissement sur les parois. Mais dans le cas qui nous concerne ici, comme il n'y a pas de viscosité, on n'a seulement qu'appliquer une condition de non-pénétration, on va s'assurer que le fluide rentre pas à l'intérieur de notre objet. Donc, la coordonnée R est égale au rayon de notre cylindre, ou de la vitesse radiale de l'écoulement, doit être égale à U cos θ, sachant que tout notre cylindre se déplace à vitesse U. Aussi, ce qu'il faut s'assurer, c'est que lorsqu'on va prendre que R tend vers l'infini, donc très loin de notre cylindre, ben, il faut s'assurer que le champ de vitesse est nul. Donc, on est dans un fluide au repos. Donc, si notre cylindre se déplace à un certain endroit, il faut que très loin du cylindre, on ne sente pas la perturbation. Donc, il n'y a pas d'écoulement à R tend vers l'infini. Donc, on va réexprimer notre équation de la place en coordonnées polaires sous cette forme-ci. Et là vient le côté un petit peu frustrant pour les étudiants, c'est celle où le prof sort la solution, puis dit ben, le potentiel de vitesse va avoir la forme en 1 sur R fois cos θ. Donc, comment est-ce qu'on sait ça? Ben, il y a deux façons. La première, c'est de fouiller dans différents livres de référence. Parce que les équations de la place, c'est des équations classiques. Hein? Elles sont utilisées en électromagnétique, en transfert de chaleur, en écoulement potentiel, etc. Donc, il existe beaucoup de solutions à différentes variantes de l'équation de la place. Et la deuxième option, ben, c'est d'avoir de l'expérience puis d'avoir fait ce genre de problème. Donc, dans les exemples de problèmes que je vous propose, vous allez voir, typiquement, on vous suggère une forme pour la solution de votre potentiel de vitesse. Donc, dans ce cas-ci, la forme du potentiel de vitesse, ça devrait être une fonction de R fois cos θ. Et donc, si on vient substituer ça dans nos conditions rive et puis dans notre équation de la place, on va voir qu'il faut que ça ait cette forme-là exacte pour rencontrer les deux conditions. Donc, partant du fait que ça, c'est notre potentiel de vitesse, ben après ça, ben on peut venir évaluer notre champ de vitesse en prenant la dérivée avec en tenant bien compte des coordonnées polaires de notre référentiel. Et on évalue ainsi notre champ de vitesse. Donc, le champ de vitesse que je viens de vous montrer sous forme analytique, ben, on peut le représenter graphiquement en traçant les lignes de courant. Et puis, on obtient ce schéma-là ici. Première chose, pour ceux qui ont fait de l'aérodynamique, j'espère que ces lignes de courant-là vous apparaissent un peu spéciales. Normalement, lorsqu'on fait de l'aérodynamique, on a un profil d'aile ou quelque chose comme ça, ben les lignes de courant, elles vont toujours suivre le profil d'aile et puis jamais les lignes de courant vont venir rencontrer notre objet. Notre objet étant lui-même une ligne de courant. Donc, dans ce cas-ci, c'est différent. Pourquoi? Parce que on a un objet qui se déplace dans un fluide au repos. Donc, on est dans un autre référentiel. Donc, les lignes de courant viennent rencontrer notre objet. Et donc, qu'est-ce qu'on voit que le fluide fait? En fait, ben, c'est que si notre objet, notre cylindre se déplace vers la droite, ben, on voit que le fluide doit passer puis faire le tour pour revenir en arrière. Donc, le fluide doit se tasser pour faire de la place au cylindre qui avance. Donc, on comprend bien un peu l'origine physique de la masse ajoutée, c'est que le fluide doit se tasser du chemin pour laisser passer le cylindre. Et donc, si notre cylindre oscille, par exemple, de gauche à droite, ben on voit que le fluide doit faire des allers-retours pour se tasser du chemin. Donc, on a notre champ de vitesse. Si on vient substituer ce champ de vitesse-là dans nos équations d'Euler, on peut trouver le champ de pression. Et maintenant, ben, à partir de ça, on va être capable d'évaluer la masse ajoutée. Comment?
en venant l'intégrer sur la surface de notre cylindre. Donc, on prend notre champ de pression, puis on le substitue dans notre équation ici qu'on vient intégrer. Donc, on va intégrer sur la paroi du cylindre, donc de 0 à 2pi pour R qui est égal à A. Et on prend notre champ de pression P multiplié par cos θ pour avoir la force en X. Donc, on pourrait refaire le même manège avec un sin θ pour avoir la force transverse. Voilà. Mais donc, nous, on va juste le faire pour la force en X. Donc, si on fait ça, on vient substituer notre P, on obtient ça ici. Lorsqu'on intègre, on obtient la relation suivante qu'on doit évaluer de 0 à 2pi. Donc, on se retrouve avec 3 termes. Puis, ce qu'on va voir, en fait, c'est qu'on a un terme en U point ici, et puis on a 2 termes en U. Donc, 2 termes proportionnels, 2 termes en U point, puis un terme en U. U carré. Donc, on a 2 termes proportionnels à l'accélération de notre cylindre, puis un terme proportionnel à la vitesse de notre cylindre. Et donc, si on vient substituer le 0 puis le 2pi ici pour évaluer les bornes de notre parenthèse ici, sin θ pour θ qui vaut 0, ça vaut 0, puis θ qui vaut 2pi, sin ça vaut 0 aussi. Donc, on n'aura aucune force proportionnelle à notre vitesse ou au carré de la vitesse en X. Donc, c'est un peu particulier. Notre objet se déplace dans un fluide, et supposons qu'il se déplaçait à vitesse constante, donc on a U point qui est nul, on aurait juste une force, un terme en U carré, et puis ce terme-là s'annulerait avec les bornes d'intégration ici. Donc, on n'a aucune force liée à la vitesse du cylindre dans le fluide. Donc, ça, c'est le paradoxe de D'Alembert. C'est parce que notre écoulement à potentiel de vitesse néglige complètement la viscosité et donc néglige la fine couche limite qui se développe tout le tour du cylindre. Et donc, notre objet n'a pas de traînée. Donc, en aérodynamique, il existe toutes sortes de solutions analytiques pour revoir le paradoxe de D'Alembert. Notamment sur un profil d'aile, on va introduire la circulation, la condition de Kuta ou les choses comme ça. Mais pour nous, c'est pas vraiment un problème parce que nous, on n'était pas à la recherche d'une force de traînée sur notre cylindre. On cherchait la masse ajoutée. Donc, la masse ajoutée, elle est liée à l'accélération de notre cylindre. Donc, ici encore, on a un sin θ évalué de 0 à 2pi, ça va être 0. Donc, il va nous rester juste ce terme-là ici. Donc, à 0, ça fait 0, mais à 2pi, ça fait 2pi. Et donc, ça va nous donner en fait que notre force Fx va être égale à pi fois la densité du fluide fois le rayon du cylindre au carré fois la dérivée de la vitesse dans le temps ou l'accélération. Et donc, une autre façon de voir ça, en fait, c'est que notre force qui s'exerce sur notre cylindre, dans le fond, c'est quoi? C'est une masse fois une accélération. Et puis, la masse ici va être égale à pi rho a carré. Et c'est quoi ça? C'est la masse ajoutée. Donc, la masse ajoutée de notre cylindre, c'est pi rho a carré. Moi, je trouve que le résultat est quand même élégant. C'est que la masse ajoutée d'un cylindre, elle correspond au volume intérieur du cylindre rempli du fluide. Donc, c'est facile de s'en souvenir. Donc, voici la masse ajoutée d'un cylindre. Maintenant, dans différents problèmes d'ingénierie, on pourrait rencontrer différents types de sections. Donc, dans le livre de Nodacher et Rockwell, il y a notamment un tableau avec différentes sections. On a obtenu la masse ajoutée selon les différents axes pour différentes sections, de façon analytique et de façon expérimentale, selon la complexité de la section. Donc, on n'a pas besoin de se souvenir de ça, mais je souligne quand même un cas particulier qui est celui ici, qui est celui d'une plaque plane. Donc, on a une plaque d'épaisseur D ici qui est beaucoup plus faible que sa largeur 2A comme ça. Donc, dans le fond, c'est une plaque plane. Et donc, si on accélère cette plaque très mince dans le sens où elle est très mince, elle a que très peu de masse ajoutée. Par contre, si on l'accélère dans la direction transverse, elle va avoir une masse ajoutée AYY comme ça ici, qui est rho pi A carré,
qui est la même chose que celle du cylindre. Donc, une plaque plane a une masse ajoutée qui va être égale, dans le fond, à un cylindre de fluide qui vient inscrire la plaque dedans, comme ça ici. Donc, je trouve que c'est assez facile de s'en souvenir. Ça nous permet justement de faire des évaluations assez rapides des effets de masse ajoutée sur des structures minces. Donc, c'est bien beau les structures très simplifiées, mais dans beaucoup de problèmes d'ingénierie, on va rencontrer des structures avec des géométries très complexes. Donc, je pense ici, par exemple, à la roue d'une turbine hydroélectrique. Donc, lorsqu'on vient mettre en service une nouvelle centrale hydroélectrique, il faut venir s'assurer qu'il n'y ait pas notamment de phénomène de résonance. Donc, un phénomène de résonance typique, ça pourrait être lié à des interactions rotor-stator. Donc, il y a des stators qui guident l'eau jusque dans la turbine, et puis il y a le rotor qui tourne. Et il faudrait pas que ça vienne exciter une fréquence naturelle de la roue, parce que la roue ne ferait pas long feu. Donc, il faut évaluer avec précision les fréquences naturelles de cette roue-là. Mais il se trouve que si on fait juste calculer les fréquences naturelles de cette structure-là par élément fini, sans tenir compte du fluide environnant, on va faire une grosse erreur parce qu'on va négliger la masse ajoutée. Donc, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Ben, c'est que la plupart des logiciels d'éléments finis commerciaux et beaucoup de logiciels libres aussi offrent soit des éléments qui vont carrément introduire la relation de Laplace, ou dans certains cas, ça va s'appeler des éléments acoustiques. Donc, dans ces cas-ci, un élément acoustique, c'est qu'on a considéré aussi la compressibilité du fluide. Donc, ça revient à résoudre l'équation d'Helmholtz au lieu de l'équation de Laplace. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va mailler notre structure avec des éléments solides, comme on le ferait normalement. Mais en plus, on va venir mailler le domaine fluide tout le tour, comme on le voit ici. Et dans ce domaine fluide-là, on va venir mettre des éléments acoustiques au lieu des éléments structuraux. Et donc, c'est pas une analyse CFD, le Computational Fluid Dynamics, c'est vraiment une analyse dans votre logiciel d'éléments finis structural, donc dans M6 par exemple, ou dans SimCenter. Et donc, lorsqu'on va faire cette analyse-là, on va avoir aussi des lois d'interface pour faire respecter les conditions rives de notre domaine fluide, pour coupler nos deux domaines ensemble. Et donc, une fois qu'on fait cette analyse-là, ben, dans ce cas-ci en particulier, ce qu'on peut voir, c'est que la première fréquence naturelle de la roue de turbine, lorsqu'on néglige l'importance du fluide, ben, on trouve une fréquence de 371 Hz, alors que lorsqu'on prend en compte la masse ajoutée de l'eau, ben, on arrive à 280 Hz. Donc, la fréquence est quand même beaucoup plus basse. Donc, la négliger dans les calculs, ça introduirait une grosse erreur. Puis lorsqu'on vient comparer avec des mesures expérimentales, on voit que ça marche très, très bien. Donc, c'est bien le phénomène qui est simulé.